Les droits et les devoirs des administrateurs. Donc, quels sont les droits et les devoirs des administrateurs? Donc, souvent, on dit quelles sont mes obligations, d'autant plus dans l'environnement actuel où il y a de plus en plus de questionnements quand on dit c'est quoi mes responsabilités quand je siège à un conseil d'administration. Donc, d'abord, être convoqué aux réunions du CA. Donc, ça, c'est le premier droit de l'administrateur. Renoncer à l'avis de convocation, donc c'est très juridique, là, cet aspect-là. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'accepte ou je refuse d'aller à la réunion du conseil, j'ai renoncé à l'avis de convocation. Contester la validité d'une réunion, donc j'ai le droit, séance tenante, de contester la validité d'une réunion si les choses ne se sont pas faites correctement, selon le code en vigueur ou selon les règlements généraux. Participer personnellement aux réunions, je ne peux pas déléguer quelqu'un d'autre à ma place dans les OBNL. Je dois moi-même participer ou sinon, c'est une absence. Participer aux décisions, utiliser son droit de parole et son droit de vote, signer les résolutions des administrateurs, être renseigné sur les affaires de la corporation, avoir accès à ses livres et registres et être indemnisé pour des dépenses raisonnables encourues dans l'exercice de sa fonction. Donc, c'est très important quand on siège au conseil d'administration d'un OBNL. La première chose, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on doit demander quand on veut siéger au conseil d'administration d'un OBNL avant d'y siéger ou dès qu'on y siège? Les règlements généraux. Donc, les règlements généraux, on y reviendra, mais c'est vraiment le code de conduite de l'OBNL. Donc, c'est important de le lire. C'est comme ça qu'on va savoir quels sont nos droits et quels sont les droits spécifiques de chacune des organisations. Les devoirs, maintenant. Donc, tout comme nous tous ici, on n'a pas juste des droits, on a aussi des devoirs. Alors, les administrateurs sont mandataires de l'OBNL. Donc, c'est eux qui ont la responsabilité de l'OBNL. Ils doivent réaliser les mandats qui leur ont été confiés. Ils doivent agir personnellement et éviter les conflits d'intérêts. Alors, ce buzzword-là, pardonnez-moi le mot, mais le buzzword conflit d'intérêts, c'est très important aujourd'hui. Les conflits d'intérêts. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un conflit d'intérêts? On va y revenir. Ils doivent agir en respectant la loi, les lettres patentes et les règlements généraux de l'organisme. Agir avec honnêteté, loyauté et dans le seul intérêt de l'organisme et agir avec prudence et diligence. Alors moi, quand j'ai lu ça, parce que ça vient des devoirs de la loi, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire agir avec honnêteté et loyauté et avec prudence et diligence? Donc, agir avec honnêteté et loyauté, ça veut dire que je représente l'organisme. J'agis en son nom, pas en mon nom personnel, mais au nom de l'organisme. Donc, éviter ou déclarer les situations de conflit d'intérêts. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que dès qu'il y a une apparence de conflit d'intérêts, on doit le divulguer. Des exemples de ça, par exemple, dans un conseil d'administration où j'ai déjà siégé, le conjoint d'un des membres du CA a un contrat avec l'organisme. Donc, évidemment, quand on parle du contrat, on doit donc sortir la dame, la conjointe de la réunion. Alors, il faut le préparer à l'avance, ça. Même si cette conjointe-là, disons, elle dit « Non, moi, je parle de rien à mon mari, c'est indépendant et tout ça », il y a apparence de conflit d'intérêt. Donc, même si le contrat est avec une compagnie hors de l'individu, ces gens-là partagent la même vie. Donc, pour que tout le monde soit à l'aise de discuter, c'est important de demander à la conjointe de quitter. Très souvent, dans les OSBL, dans les OBNL, on fait un peu fi de ça parce qu'on dit « ben non, on est entre amis, puis c'est convivial, puis c'est collégial, puis il n'y a pas trop d'argent en jeu », on entend souvent ça. Mais en même temps, je pense que c'est des règles importantes, puis pour l'avoir vécu à plus qu'une reprise, je pense que quand on le fait, ça ouvre des discussions qu'on n'avait pas entendues auparavant. Donc, les gens sont plus à l'aise de parler, le malaise est brisé. Mais encore une fois, je pense que c'est important aussi pour le président, la direction de l'organisme, d'expliquer ce genre de trucs-là. Souvent aussi, pour les conflits d'intérêts, on va demander, et ça se fait de plus en plus dans plusieurs conseils d'administration, on va demander aux gens de dévoiler quels sont les autres intérêts qu'ils ont dans la société ou quels sont les autres conseils d'administration sur lesquels ils siègent. Donc, comme ça, tout le monde est au courant des autres activités et s'il y avait une discussion qui pouvait porter à conflit d'intérêts, bien, à ce moment-là, la personne quitterait le conseil d'administration.
Respecter l'engagement de confidentialité. Pour moi, c'est des règles. Hein. Voyez-vous, quand on dit agir avec loyauté et honnêteté, on pourrait dire ça puis passer tout droit. Mais cette diapo-là est très importante quand je regarde le vécu dans les OBNL. On ne le dit pas assez souvent qu'un conseil d'administration, c'est confidentiel. Très souvent, on est en réunion, puis la direction générale va nous dire tel employé, en le nommant, tel employé, il est arrivé telle situation et tout ça. C'est le devoir, c'est tellement un devoir du président du conseil ou de la présidente du conseil de dire, vous vous rappelez, on vient de nommer une personne, ce qui vient de se dire ici, c'est confidentiel. Ça peut paraître redondant, ça peut paraître répétitif, mais trop souvent, on quitte la réunion, puis on pense qu'il n'y a pas de conséquences, puis on le dit à quelqu'un d'autre qui travaille dans l'organisation. C'est un très petit monde, hein? Puis tout le monde est très, encore une fois, c'est très collégial. Il faut faire extrêmement attention à ce genre de situation parce que ça peut blesser la personne, ça peut être mal dit, on peut répéter des choses d'une manière différente, ce qui fait en sorte que ça crée de graves problèmes. Donc, c'est super important, l'engagement de confidentialité, se rappeler, même pour des choses anodines, que on doit toujours garder tout confidentiel en réunion de conseil d'administration et aussi en courriel. Alors, quand on reçoit des courriels dans un conseil d'administration, il ne faut pas diffuser ça à l'extérieur du conseil. Adopter des principes éthiques ou déontologiques. Donc, ça fait partie justement, la déontologie et l'éthique, d'avoir une politique de conflit d'intérêts, d'avoir une politique de confidentialité. Donc, de s'assurer on a par écrit ces éléments-là, parce que si quelqu'un commet une erreur, bien, on aura à ce moment-là la preuve qu'on peut dire à cette personne-là, écoute, tu avais signé, tu avais lu le code d'éthique, tu avais lu les principes déontologiques. Et quand on dit ça, ça peut paraître des très grands mots là, pour les plus petits organismes, mais un code d'éthique ou un code de déontologie, ça n'a pas besoin de faire 25 pages. Là. Donc, encore une fois, comme je vous disais dès le début, il n'y a pas une seule façon de faire, il y a plusieurs façons de faire. Et un code d'éthique ou des principes de déontologie, ça peut être 2, 3 pages, une seule page. C'est simplement de dire on a une politique écrite. Donc ça, je pense que c'est important aussi. Alors, le devoir aussi, prudence et diligence, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, participer aux réunions du CA, se tenir informé des affaires de l'organisme, au besoin, se renseigner auprès de personnes compétentes avant de prendre une décision, mettre sur pied des méthodes de contrôle interne et nommer des personnes compétentes et de confiance au poste de dirigeant. Le premier devoir après l'honnêteté, la loyauté, je pense que c'est de participer aux réunions du CA. Donc, c'est très important d'insister que si vous êtes membre d'un conseil d'administration, vous êtes disponible lors des réunions. Il arrive trop souvent qu'on a des sièges fantômes. Donc, c'est-à-dire des gens qui disent, bien, je vais accepter, mais finalement, j'ai tellement d'engagement, je ne suis jamais à Montréal ou je ne suis jamais disponible. Donc, c'est très important de s'asseoir avec ces gens-là et de dire, écoute, le premier engagement quand tu deviens membre d'un conseil d'administration, c'est d'être disponible. Alors, s'il y a 4 ou 5 réunions par année et que la personne n'est pas capable d'être à 3 réunions sur 4 ou sur 5, il y a un problème de disponibilité. Donc, être membre d'un conseil d'administration, c'est de s'engager, puis cet engagement-là doit passer par la présence aux réunions du CA. Un impact négatif de ces absences trop fréquentes d'une personne, ça crée, je vous disais tantôt, que le conseil d'administration, c'est un groupe. Donc, on travaille ensemble. Mais évidemment, si monsieur ou madame X est jamais là, bien, les autres, qu'est-ce qu'ils disent, vous pensez? Hein? Les autres, ils disent, bien, moi aussi, je ne serai pas là. Moi aussi, j'ai d'autres choses à faire. Alors, si lui, c'est facile qu'il ne soit pas là ou il peut ne pas être là puis il n'y a pas de conséquences, bien, ça démobilise, ça peut désengager les autres membres du conseil à dire, bien, s'il n'y a pas de conséquences. Alors, bien sûr, là, je ne suis pas en train de dire qu'on n'est pas dans la cour d'école puis on prend les présences, puis c'est pas ce sens-là, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que le président, à un moment donné, rencontre la personne, puis si les raisons sont des raisons de manque de disponibilité, que ce n'est pas des raisons de maladie ou de santé, c'est-à-dire, bien, je pense qu'à ce moment-là, il faut peut-être laisser la place à quelqu'un d'autre, ou trouver un autre rôle à cette personne-là. Ça pourrait être ça aussi. Donc, mettre sur pied des méthodes de contrôle interne, bien, je pense que ça aussi, c'est important et de plus en plus, le contrôle interne, on le définira un petit peu plus tard dans l'exposé. Le contrôle interne, c'est vraiment de s'assurer que les ressources financières sont gardées correctement,
qu'il n'y a pas de risque à perdre de l'argent. On sait, les OBNL n'ont pas beaucoup de moyens financiers, donc c'est tout à fait logique de dire que ceux que l'on a, on les préserve. Nommer des personnes compétentes et de confiance au poste de dirigeant. Donc, l'employé du conseil d'administration, c'est le directeur général, la direction générale, effectivement. Donc, s'assurer que cette personne-là, quand on la recrute avec un processus rigoureux et que c'est cette personne-là qui va être le porteur de la mission et qui va réaliser la mission. Responsabilité générale d'un CA. Donc, qu'est-ce que ça fait un CA? C'est le gardien de la mission. Ça veut dire qu'il s'assure que la direction générale l'exécute et lui s'assure de veiller à ce qu'elle demeure ce qu'elle est ou si elle bouge, parce qu'une mission dans une organisation, ça aussi ça a du vécu, ça peut bouger, mais en même temps, il faut que la mission bouge avec l'accord du conseil d'administration. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans un conseil d'administration, on peut avoir comme mission de faire de la danse, donc d'être une compagnie de danse, puis on fait des spectacles de danse. On peut éventuellement choisir, comme ajout à sa mission, d'aller dans des écoles faire de la formation en danse pour aider ou pour faire bien comprendre ce qu'est la danse à des plus jeunes. Donc, il y a une espèce de changement de mission qui n'est pas complètement... on ne devient pas un musée, là, mais on prend une nouvelle tangente à la mission. Mais ça, il faut que ce soit endossé par le conseil d'administration. Et très souvent, et dans le secteur culturel, c'est le cas, souvent, on a des subventions au projet et on va moduler la mission en fonction des subventions qui sont disponibles. Ça, c'est dangereux parce qu'on est en train parfois de changer la mission de l'organisation en fonction de projets qui ne seront pas nécessairement récurrents. Donc, à un moment donné, on perd le cœur de qui on est. Donc, il faut vraiment, c'est ça que ça veut dire être le gardien de la mission pour un conseil d'administration. Ça ne veut pas dire non plus que le CA doit décider de lui ce qu'il aime dans la mission. Alors, on est un orchestre symphonique, mais les gens du CA aiment mieux le baroque ou la musique ancienne, ou je ne sais trop, peut-être que mon exemple est mal choisi, mais qu'est-ce que ça peut faire? Mais ça peut carrément changer la mission de l'organisme. Ce n'est pas ça qu'on est. On est dans une organisation qui a vraiment, ce qu'on dirait, là, un produit fort, et ça, il faut le préserver. Veiller à la santé financière. Alors, la santé financière, c'est le moyen pour atteindre la mission. Ça prend, heureusement ou malheureusement, de l'argent pour réaliser la mission. Donc, il faut s'assurer que les besoins financiers, que les moyens financiers soient suffisants pour réaliser la mission. Donc, souvent aussi, je vous parlais du fonctionnement au projet dans le secteur des arts ou ailleurs. Mais évidemment, si on fonctionne toujours à projet, ça fait en sorte parfois qu'on multiplie les projets, mais qu'on n'engage pas plus de gens pour réaliser les projets ou pas suffisamment de gens pour réaliser les projets. Ou parfois, on reçoit une subvention projet, mais la subvention projet n'est pas là pour 100% du projet. Alors, il faut aller chercher d'autres ressources. Alors, on a vu souvent dans des organisations qui ont vécu des crises financières un problème d'arrimer justement la multiplication des projets avec la réalisation financière des projets. Donc, quand on a trop de projets, on peut se retrouver dans une situation où on ne les réalise pas financièrement. Donc, on les fait, la réalisation artistique est bonne, mais en même temps, du point de vue de la réalisation financière, on finit par manquer de liquidité, et ça, c'est pas très drôle. Veiller au maintien des ressources humaines qualifiées et suffisantes. Alors ça, c'est de s'assurer, je répète ce que j'ai dit tantôt, le conseil d'administration, son seul employé, c'est le DG, la direction générale. Mais en même temps, il doit s'assurer que son DG, le conseil d'administration doit s'assurer que son DG a de bonnes ressources humaines et que celles-ci sont qualifiées pour ce qu'elles font. Donc, ce n'est pas au conseil d'administration à faire l'évaluation des ressources humaines, mais il doit quand même, une fois par année, demander à son DG, est-ce que tu as fait l'évaluation de tes ressources humaines? Est-ce que tu es satisfait de ton personnel? Encore une fois, l'évaluation des ressources humaines, ça n'a pas besoin d'être un 10 pages. Hein? On n'a pas besoin de remplir des formulaires à n'en plus finir, mais en même temps, une rétroaction à chaque exercice financier. Je pense que ça permet aussi au conseil d'administration de vérifier l'état des troupes. Assurer une saine gestion des opérations. Donc, sans être dans les opérations, on entend souvent un conseil d'administration, ce n'est pas là pour faire les choses, mais c'est là pour
surveiller les choses, c'est vrai, mais en même temps, il faut comprendre les opérations de l'organisme pour être capable de les surveiller. Donc, très souvent, moi, on me dit « Ah, ben moi, je ne suis pas là pour une belle expression, tourner les œufs dans la poêle. Je ne suis pas là pour être dans l'organisation, je suis membre du conseil d'administration, je suis au-dessus de ça. » Moi, le au-dessus, oui, c'est vrai qu'on n'est pas là pour être opérationnel, mais en même temps, il faut comprendre ce qui se fait dans l'organisation. Assurer des relations efficaces avec la communauté. Donc, ça, c'est important aussi, la communication, qui on est. On va chercher des subventions, on va chercher des dons, mais une fois qu'on est allé chercher les dons, les subventions, mais il faut quand même rendre des comptes et s'assurer qu'on leur donne du feedback à ces gens-là. Parce que ces gens-là sont souvent sollicités de partout, alors ils veulent savoir qu'est-ce qu'on a fait, quelles sont les activités, pas nécessairement ce qu'on a fait avec leur argent, mais qu'est-ce qu'on fait dans l'organisation pour l'argent qu'ils nous donnent. Donc, parler de nos activités avec la communauté. Savoir qui parle à la communauté. On reviendra un petit peu plus loin. Est-ce que c'est le conseil d'administration? Est-ce que c'est la direction générale? Et finalement, rendre des comptes. Donc, toute organisation à but non lucratif, comme toute autre organisation qui ramasse de l'argent auprès de bailleurs de fonds. Mais je pense que c'est important de rendre des comptes, donc de donner, d'être imputable, de donner de l'information à ces parties prenantes. Donc, à retenir ici, le pouvoir de gérer l'organisme appartient au CA quand ses administrateurs sont dûment réunis et non aux administrateurs individuellement. Donc, encore une fois, le conseil, c'est un groupe et il faut s'assurer qu'il n'y ait pas des gens qui prennent des décisions à l'extérieur de ce groupe-là. Un danger, quand on travaille conseil d'administration, comité exécutif. Donc, certains conseils d'administration ont des CE, des comités exécutifs. Et là, il faut faire attention que le comité exécutif, qui est souvent composé des officiers, donc le président, les vice-présidents, trésoriers, secrétaires, souvent, c'est dans des plus grands CA. On a un CA de 25-30 personnes. Effectivement, pour bien fonctionner, on va créer un CE. Mais il faut s'assurer que le CE retourne l'information au conseil d'administration, à l'ensemble du groupe. Parce qu'autrement, ça peut créer des conflits, puis on peut avoir une espèce de conseil à deux niveaux. Donc, le CE se sent important, le CA se sent moins important, et ça peut, effet de groupe, démobiliser les gens qui sont au CA en disant, bien, nous autres, on est informés a posteriori seulement. Donc, on a vu beaucoup de situations conflictuelles qui ont pu émaner d'une telle situation, et je pense que ça, c'est important de bien saisir. Et même le président n'a pas une voix prépondérante. Le président a une voix au même titre que tous les autres membres du conseil d'administration. Parce que la première caractéristique d'un membre de conseil d'administration, c'est quoi? Il est bénévole. Donc, quand on donne des jetons de présence, quand on rémunère une personne, on peut lui dire, ben voilà, tu ne fais pas ton travail, tu quittes, puis on va te remplacer par quelqu'un d'autre. Dans un OBNL, c'est plus difficile. Puis, on a aussi parfois des nominations qui sont plus à caractère relation. Donc, des gens qui, de par leur nom, leur prestige, leurs relations, sont là, puis ils ne sont pas là physiquement, mais ils apportent une certaine prestance à l'organisation. Donc ça, il faut que ce soit des choses qui soient connues à l'avance. La première réponse à la question, ce serait de dire, il faut que ce soit écrit. Donc, quand on parle de la participation aux réunions du CA, bien, il faut que ce soit dans les règlements généraux. Parce que quelqu'un qui manque, comme je vous disais tantôt, en moyenne, on dit qu'il y a 5 à 6 réunions par année dans les conseils d'administration. Je dis bien en moyenne. Il y en a pour qui c'est plus, il y en a pour qui c'est moins. Moins que 4 par année, je dirais que c'est difficile de se tenir informé. Mais il faudrait que ce soit écrit dans les règlements généraux. Si on est absent à plus de 50% des réunions annuelles, on doit le justifier, avoir une rencontre avec le président du conseil ou la présidente du conseil. Je pense que là, c'est important. La deuxième partie de la question, c'était plus délicat. Quoi faire avec des membres de conseil d'administration qui viennent aux réunions, mais qui contribuent peu? On a souvent ça. Quand on fait on a la chance ici à HEC parfois d'accompagner des conseils d'administration qui sont en restructuration. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec un DG qui dit, bien, j'ai 5, 7 membres à mon conseil d'administration,
Puis là, c'est des éléments que j'ai entendus. Puis il y en a 3 qui font rien. Ils viennent au conseil, mais on leur demande de faire quelque chose, puis ils font rien. Mais ça, encore une fois, c'est difficile. Il faut se poser la question, pourquoi ont-ils été nommés? Et qu'est-ce qu'on leur a demandé? Donc, c'est là. Et encore là, je n'ai pas une réponse. Il faut vraiment l'adapter à ce qui se passe dans l'organisation. Et c'est pour ça que quand on est président ou présidente d'un conseil d'administration, c'est tellement important, quand on est dans les réunions, de voir le non-verbal, de regarder la réaction des gens. Hein? Donc, un membre de conseil d'administration qui est assis là, puis qui regarde l'air, puis qui coche « OK, ça c'est fait, puis qui ne parle pas », bien, c'est un signe que cette personne-là n'est pas vraiment engagée. Donc, si on lui demande, par exemple, de vendre des billets, si on lui demande de billets pour la soirée bénéfice, ou si on lui demande c'est un avocat, puis on lui demande de l'aider dans une procédure juridique, puis la personne dit « Ah, je suis trop occupée, je ne peux pas le faire » ou « Je ne suis pas capable de vendre des billets », bien, tout ça, ça peut être vrai. Mais en même temps, si la personne ne fait jamais rien, bien là, il faut certainement qu'il y ait une rencontre. Je dirais aussi que, de mes expériences, cette rencontre-là ne doit pas se faire à 2. Donc, pas le président et la personne que tu veux rencontrer. Pas seulement 2 personnes, au moins 3. Parce que ce que j'ai vécu, c'est que quand on fait ça à 2, ça devient un conflit personnel. Donc, ça devient tu m'aimes pas ou tu t'entends pas avec moi ou tout ça. Donc, c'est important d'être 3. Là, le choix de la personne, encore une fois, ça dépend de la situation. Mais je pense que ça doit être réglé. On peut laisser du temps, mais à un certain moment, quand on sent que ça peut démobiliser les autres, je pense que là, il faut intervenir. Sur l'aspect, j'ai des choses à dire hein, sur la question. Sur l'aspect vente de billets, par exemple, bien, c'est pas tout le monde qui est capable de vendre des billets. Donc, ça ne veut pas dire que quand il y a un événement bénéfice, qu'il faut que tout le monde vende 50 billets. Il y a des gens qui disent « Moi, je n'ai pas de réseau, ou moi, je ne suis pas habile à faire ça. » Il faut respecter ça aussi. Si on veut un CA vendeur de billets, bien, peut-être qu'il faut se créer une fondation. Donc, ou il faut trouver les gens qui veulent faire ça. J'en parlerai un petit peu plus tard, là, mais je pense que c'est vraiment de bien spécifier, bien signifier les attentes de part et d'autre et d'écrire le plus possible ce qui en est pour qu'on ait des preuves que si ce n'est pas respecté, bien, au moins on a un moyen d'agir. J'ai toujours de la misère à répondre oui et non, encore une fois, à cette situation-là, sans la contextualiser. Mais bien sûr que si je me réfère à ce que je disais précédemment, quand on retient que le pouvoir de gérer l'organisme appartient au CA quand ils sont réunis, surtout aujourd'hui avec Internet, avec les courriels, je pense que ce serait risqué pour le trésorier de prendre la décision tout seul. Je pense que ou bien on attend la prochaine réunion, ou bien si c'est absolument urgent, puis ça arrive régulièrement, il faut signer une subvention, il y a une demande de subvention qui est arrivée, il faut signer une subvention. Est-ce que, bon, à ce moment-là, bien, on le fait par courriel, puis on demande une résolution par courriel que l'on fait entériner par la suite lors du prochain conseil d'administration. Mais évidemment, la personne toute seule qui prend une décision au nom du conseil en disant on n'a pas le temps de se réunir, etc., je pense que c'est cette personne-là qui se met à risque. Surtout, là, moi, je prenais demande de subvention, c'est de l'argent qui rentre, mais surtout pour de l'argent qui sort. Donc, quand on parle de contrôle interne, on en parlera un petit peu plus tard, mais c'est exactement ça, c'est de mettre en place des mesures qui font en sorte qu'on ne donne pas cette liberté-là, ni à sa direction générale, ni au trésorier.